Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de biologie. Cette vidéo est la 12e d'une série destinée à tester vos compétences à exploiter des documents de biologie. Dans cette vidéo, nous allons nous intéresser au mouvement d'eau à travers la membrane du globule rouge. Cette vidéo est organisée en une succession de 9 questions numérotées de 48 à 56. Chacune de ces 9 questions est repérable par l'icône suivante qui apparaît ici en haut à gauche de votre écran. Lorsque cette icône est visible, interrompez la lecture de la vidéo afin de prendre le temps nécessaire pour répondre en quelques lignes à la question posée. Chaque question posée sera suivie par sa correction et l'icône suivante qui apparaît ici en bas à droite de votre écran vous signale que vous êtes alors en train de visionner la partie correction. Voici l'intitulé de la question numéro 48. Vous devez identifier sur ce document les cellules X, puis présenter leurs particularités. Vous devez expliquer ensuite pourquoi ces cellules constituent un bon modèle pour étudier la membrane plasmique. Interrompez ici la lecture de cette vidéo afin d'avoir le temps de répondre par écrit à cette question. Puis, quand vous aurez terminé de rédiger votre réponse, vous pourrez relancer la lecture de cette vidéo afin de découvrir le corrigé qui suit. Voici la correction de la question 48, dans laquelle vous deviez identifier les cellules X, présenter leurs particularités et expliquer en quoi ces cellules constituent un bon modèle pour étudier la membrane plasmique. Il fallait reconnaître ici un frottis sanguin qui a été coloré puis qui a été observé en microscopie optique. Il est indiqué que le colorant utilisé ici est le GMSA. Le GMSA contient de l'éosine et de l'azur de méthylène. L'éosine est un colorant acide rouge qui se lie et colore en rouge les molécules basiques, telles que la plupart des protéines contenues dans le cytoplasme des cellules. Donc l'éosine va colorer le cytoplasme en rouge. L'azur de méthylène est un colorant basique bleu et il va colorer en bleu les acides nucléiques. L'azur de méthylène va donc permettre de colorer les noyaux en bleu puisque les noyaux contiennent de l'ADN et des ARN. On peut observer sur ce document que les cellules X ont une forme arrondie et un diamètre de seulement 7 à 8 micromètres. Ces cellules X sont dépourvues de noyaux et ne contiennent finalement que du cytoplasme qui a été coloré ici en rose-rouge par l'éosine. Ces cellules X sont des globules rouges et plus précisément des globules rouges de mammifères car ces cellules sont dépourvues de noyaux. Les globules rouges sont aussi appelés des hématies ou des érythrocytes. Ces cellules sont colorées en rose par l'éosine, c'est-à-dire qu'elles sont acidophiles et plus précisément éosinophiles. L'hémoglobine est une protéine basique que les globules rouges contiennent en très grande quantité, ce qui explique la coloration de ces cellules par l'éosine. La coloration plus pâle de la région centrale du globule rouge correspond à la forme caractéristique en disque biconcave de cette cellule. Le globule rouge est une cellule particulièrement adaptée à sa principale fonction, qui est d'assurer le transport du dioxygène, mais aussi du dioxyde de carbone, grâce à l'hémoglobine que cette cellule contient. Le globule rouge est issu d'un processus de différenciation cellulaire qui a lieu dans la moelle osseuse et qui est caractérisé notamment par une perte du noyau cellulaire. Le globule rouge ayant terminé sa différenciation est une cellule sanguine essentiellement constituée par une membrane plasmique englobant dans le cytoplasme de l'hémoglobine et des enzymes. La plus grande partie de la précédente vidéo a été consacrée à la présentation des globules rouges et je vous renvoie à cette 11e vidéo pour plus de précisions sur ces cellules. Dans la question 48, vous deviez expliquer ensuite en quoi le globule rouge des mammifères constitue un bon modèle pour étudier
la membrane plasmique. Les globules rouges sont tout d'abord des cellules d'accès facile parce que le liquide qui les contient, c'est-à-dire le sang, est facile à prélever et parce que les globules rouges constituent le type cellulaire le plus abondant du sang. Le globule rouge des mammifères est une cellule anucléée, c'est-à-dire dépourvue de noyau, ce qui la rend incapable de se diviser, et chaque cellule est donc une sorte de petit sac délimité seulement par la membrane plasmique. Dans le globule rouge mature, on ne trouve donc pas de noyau, pas de réticulum endoplasmique, pas de Golgi, pas de mitochondrie, pas de lysosome. Cette cellule particulière ne contient donc pas de membrane intracellulaire et la seule membrane du globule rouge est donc sa membrane plasmique. Le globule rouge est formé par un seul compartiment, le cytoplasme, ce qui n'est pas le cas des cellules eucaryotes classiques qui sont composées par de nombreux organites à limitation membranaire. Pour toutes ces raisons, le globule rouge constitue un bon modèle pour étudier la membrane plasmique. Passons maintenant à la question numéro 49, dans laquelle je vous demande de présenter ce document et d'identifier notamment les éléments X, Y et Z. On vous précise que la valeur moyenne de la concentration osmolaire de Z est d'environ 0,3 osmol par litre. Vous expliquerez ce que signifie le terme de concentration osmolaire, puis vous citerez les deux principaux constituants qui contribuent à la concentration osmolaire de Z. Interrompez ici la lecture de cette vidéo afin d'avoir le temps de répondre en quelques lignes à cette question 49. Voici maintenant la réponse à la question 49. Vous deviez d'abord présenter ce document. Du sang a été prélevé chez un sujet, puis l'échantillon dans lequel on a ajouté un anticoagulant a été transféré dans un tube. Ce tube est ensuite soumis à une centrifugation. Une centrifugation permet de séparer les composés d'un mélange en fonction de leur différence de densité en les soumettant à une force centrifuge. Après une centrifugation de cet échantillon sanguin à 1200 G pendant 15 minutes, les éléments figurés du sang vont se déposer au fond du tube dans les couches X et Y formant le culot. La majeure partie du culot est une masse rougeâtre accumulée au fond du tube et appelée ici la couche X. Cette couche X est composée des érythrocytes et cette technique de centrifugation permet donc de séparer les globules rouges des autres composants du sang. Le volume occupé par ces globules rouges rapporté au volume de sang total est appelé l'hématocrite et la valeur normale de l'hématocrite chez l'homme est d'environ 45%. Les globules rouges tassés au fond du tube sont surmontés par la couche Y, une couche mince et blanchâtre composée par des éléments plus légers que les globules rouges. Ces éléments présents dans la couche Y sont d'une part les globules blancs, que l'on appelle aussi les leucocytes, et d'autre part les plaquettes sanguines. Comme les globules rouges, les leucocytes et les plaquettes font partie des éléments figurés du sang, mais ils représentent moins de 1% du volume du sang total. La couche Z constitue le surnageant situé au-dessus du culot et dépourvu d'éléments figurés du sang. Ce surnageant, moins dense que les éléments figurés du sang, constitue le plasma sanguin, un liquide légèrement visqueux de couleur jaunâtre, composé essentiellement d'eau mais contenant aussi de nombreux solutés. Le plasma sanguin peut être défini comme le composant liquide du sang dans lequel les éléments figurés du sang sont en suspension. Le plasma constitue environ 55% du volume total du sang. On vous dit dans l'énoncé de cette question 49 que la concentration osmolaire de Z, c'est-à-dire la concentration osmolaire du plasma, est d'environ 0,3 osmol par litre.
Il fallait alors expliquer ce que signifie le terme de concentration osmolaire. En chimie, les concentrations sont généralement exprimées en concentration molaire, ou on dit aussi en molarité. La concentration molaire étant définie comme le nombre de moles de soluté par litre de solution. Cette concentration molaire est exprimée en mol par litre ou grand M. Une mole est définie comme 6,02 10 puissance 23 atomes, molécules ou ions. Ce nombre de 6,02 10 puissance 23 est appelé le nombre d'Avogadro. Ce nombre d'Avogadro va permettre la conversion du nombre d'entités, c'est-à-dire du nombre de molécules, d'atomes ou d'ions, en nombre de moles, et inversement. Ainsi, il suffit de diviser le nombre d'entités par 6,02 10 puissance 23 pour connaître le nombre de moles, et inversement, il suffit de multiplier le nombre de moles par 6,02 10 puissance 23 pour connaître le nombre d'entités. Par exemple, une solution aqueuse de 1 litre contenant 6,02 10 puissance 23 molécules de glucose est une solution dont la concentration molaire est de 1 mol par litre. Il est ainsi plus facile et plus pratique pour les chimistes de travailler avec des moles qu'avec des milliers de milliards de particules. En biologie et en physiologie, on s'intéresse beaucoup au processus d'osmose qui est le déplacement de l'eau, représenté par cette flèche bleue, à travers une membrane en réponse à une différence de concentration d'un soluté de part et d'autre de cette membrane. Le soluté est représenté ici par les ronds rouges. Tout comme l'addition d'eau dans une solution abaisse la concentration en soluté, l'addition d'un soluté va abaisser la concentration en eau. Et plus élevée est la concentration du soluté, plus faible est la concentration en eau de cette solution. Ainsi, sur ce schéma, la concentration en soluté est plus élevée dans le compartiment 2 que dans le compartiment 1. Donc, la concentration en eau est plus faible dans le compartiment 2 que dans le compartiment 1. L'eau va alors diffuser du milieu où la concentration en eau est la plus forte vers le milieu où la concentration en eau est la plus faible, c'est-à-dire ici du compartiment 1 vers le compartiment 2 dans le sens de la flèche bleue. En fait, le facteur important pour l'osmose est le nombre de particules présentes dans un volume donné de solution. Et comme certaines molécules vont se dissocier en ions lorsqu'elles sont en solution aqueuse, cette dissociation va rendre le nombre de particules en solution différent du nombre des molécules. Pour les molécules qui ne se dissocient pas en ions lorsqu'elles sont mises en solution dans l'eau, comme c'est par exemple le cas pour le glucose ou pour l'urée, chaque molécule ne représente finalement qu'une seule entité. Notons que l'importance de la baisse de la concentration en eau induite par l'addition du soluté dépend du nombre de particules du soluté contenues dans la solution, c'est-à-dire du nombre de molécules ou du nombre d'ions, et non pas de la nature chimique du soluté. Ainsi, l'addition d'une mole de glucose dans un litre d'eau, par exemple, diminue la concentration en eau de la solution d'une même valeur qu'une mole d'urée ou de toute autre molécule qui ne se dissocie pas en ions lorsqu'elle est dans l'eau. Par contre, une molécule qui se dissocie, c'est-à-dire qui s'ionise en solution aqueuse, va diminuer la concentration en eau en proportion du nombre d'ions formés. Contrairement au glucose ou à l'urée, certaines molécules vont en effet se dissocier quand elles sont mises en solution dans de l'eau. C'est par exemple le cas du NaCl ou chlorure de sodium qui est le constituant essentiel du sel de cuisine. En l'absence d'eau, le NaCl se présente sous la forme d'un cristal de sel dans lequel les ions sodium, les ions Na+, qui sont représentés ici en jaune,
et les ions chlore, les ions Cl-, qui sont représentés ici en vert, sont liés entre eux par des liaisons ioniques. Lorsqu'un sel comme le NaCl est placé en solution dans l'eau, il va se dissocier en chacun des deux ions qui le composent. En effet, les molécules d'eau sont polaires, c'est-à-dire qu'elles ont du côté de leur atome d'oxygène, qui est représenté ici en rouge, un pôle légèrement négatif, indiqué par delta-, et du côté de leurs deux atomes d'hydrogène, qui sont représentés ici en bleu, un pôle légèrement positif, qui est indiqué par delta+. Les pôles delta- des molécules d'eau vont s'orienter vers le Na+, et les pôles delta+ des molécules d'eau vont s'orienter vers le Cl-, ce qui attire les ions Na+ et Cl- à l'extérieur du réseau cristallin. Le NaCl va donc se dissocier dans l'eau en deux ions, un cation, le sodium, et un anion, le chlore. Une molécule de NaCl va donc se dissocier dans l'eau en deux entités que sont ici les ions sodium et chlore. Ainsi, une mole de NaCl va donner en solution aqueuse une mole d'ion sodium et une mole d'ion chlore, soit 2 moles de particules dissoutes, ce qui va abaisser 2 fois plus la concentration en eau que ne le ferait une molécule de glucose. Comme la concentration en eau dans une solution dépend du nombre de particules de soluté, il est utile de se référer à une unité qui définisse la concentration totale des solutés dissous dans la solution, et ce, quelle que soit la nature chimique de ces solutés. Comme l'eau se déplace par osmose en réponse à la concentration totale de particules présentes dans la solution, on va exprimer la concentration des solutions biologiques non pas en concentration molaire, mais en concentration osmolaire, laquelle est appelée aussi l'osmolarité. L'osmolarité est la concentration totale de particules dans une solution. La concentration osmolaire représente le nombre d'osmoles par litre de solution, et l'unité de mesure de cette osmolarité est l'osmole par litre, ou la milliosmole par litre pour les solutions physiologiques très diluées. Pour passer de la molarité à l'osmolarité, on va utiliser l'équation suivante que j'ai encadrée ici en rouge. La molarité, exprimée en mol par litre multipliée par le nombre d'entités fournies par la molécule, est égale à l'osmolarité, exprimée en osmoles par litre. Ainsi, si on dissout une mole de glucose dans 1 litre d'eau, la concentration molaire ou la molarité de cette solution sera de 1 mol par litre ou 1 m. Et comme le glucose, dont la formule globale est C6H12O6, ne va pas se dissocier en ion lorsqu'il est mis dans l'eau, le nombre d'entités fournies par une molécule de glucose placée dans l'eau est de 1, si bien qu'une solution de glucose dont la molarité est de 1 mol par litre a aussi une osmolarité de 1 osmole par litre. Par contre, le chlorure de sodium en solution aqueuse va se dissocier en 2 ions, et nous supposerons ici que cette dissociation est complète. Si la solution de NaCl contient 1 mole de NaCl par litre, cette mole de NaCl donnera en solution 2 moles de particules, c'est-à-dire 1 mole d'ion sodium et 1 mole d'ion chlore. Pour calculer l'osmolarité de cette solution de NaCl, on va donc prendre la valeur de la molarité, ici 1 mol par litre, qu'on multiplie par 2, qui est le nombre d'ions fournis par la dissociation de chaque molécule de NaCl, ce qui nous donne une osmolarité de 2 osmoles
par litre. Une solution de NaCl dont la molarité est de 1 mol par litre a donc une osmolarité de 2 osmoles par litre, en supposant, nous l'avons dit, que la dissociation du NaCl dans l'eau soit complète. Notez bien que l'osmolarité d'une solution décrit le nombre de particules présentes en solution, mais pas la composition de cette solution. Ainsi, une solution dont l'osmolarité est de 1 osmole par litre peut être par exemple composée uniquement de glucose, comme c'est le cas ici à gauche, ou bien elle peut être par exemple composée uniquement de NaCl, comme c'est le cas ici à droite, mais elle peut être aussi composée d'un mélange par exemple de glucose, de Na+, et de Cl-. Et si vous avez par exemple 1 litre de solution contenant 1 mol de glucose et 1 mol de NaCl, l'osmolarité de cette solution sera donc 1 plus 2, soit 3 osmoles par litre. L'osmolarité est donc une mesure du nombre d'osmoles de soluté par litre de solution. On peut utiliser aussi le terme d'osmolalité, qui est une mesure du nombre d'osmoles de soluté, non plus par litre de solution, comme dans l'osmolarité, mais par kilogramme. Et si le solvant est de l'eau et que les solutions sont très diluées, les termes d'osmolarité et d'osmolalité sont quasi équivalents parce qu'un volume d'1 litre de solution aqueuse correspond approximativement à la masse d'1 kg d'eau. Dans l'énoncé de la question 49, on vous dit que la concentration osmolaire de Z, c'est-à-dire du plasma, est d'environ 0,3 osmoles par litre, c'est-à-dire qu'un litre de plasma contient environ 300 milliosmoles osmotiquement actives. Et on vous demande, à la fin de cette question 49, de citer les deux principaux constituants qui contribuent à la concentration osmolaire du plasma. La réponse à cette question était la suivante. Les deux principaux constituants qui contribuent à la concentration osmolaire du plasma sont les ions Na+, et les ions Cl-, mais comme nous allons le voir, d'autres solutés interviennent aussi dans l'osmolarité plasmatique. Ce tableau présente les concentrations des principaux solutés du plasma sanguin de l'homme et on voit sur ce tableau que les principaux constituants qui participent à l'osmolarité du plasma sont des cations dont les ions sodium, potassium et calcium, des anions dont les ions chlore, hydrogénocarbonate et phosphate, et des molécules non ionisables dont le glucose et l'urée qui sont, nous l'avons vu, des molécules qui ne vont pas se dissocier en ions quand on les dissout dans de l'eau. Si on additionne les concentrations des 8 solutés qui figurent dans ce tableau, on obtient un total de 282,5 millimoles par litre ou milliosmoles par litre. L'osmolarité du plasma est donc approximativement la somme des concentrations des 8 principaux constituants du plasma mentionnés dans ce tableau, soit environ 0,3 osmoles par litre. Le cytoplasme des globules rouges, bien que de composition différente du plasma, a la même osmolarité que le plasma sanguin. Ce tableau vous montre aussi que les deux principaux composés plasmatiques qui contribuent à l'osmolarité du plasma sont bien les ions Na+, et les ions chlore, dont j'ai fait apparaître ici les concentrations en rouge. La somme des concentrations en ion sodium et en ion chlore est égale à 240 milliosmoles par litre, soit environ 80% de l'osmolarité totale du plasma. On peut noter aussi qu'un litre de plasma contient environ 25 millimoles d'ions hydrogénocarbonate, lesquels constituent la réserve alcaline du plasma et jouent un rôle tampon très important dans le sang. Le cercle représente ici une cellule de notre corps. Les liquides extracellulaires et intracellulaires contiennent de l'eau et ils sont séparés par la membrane plasmique qui entoure chacune de nos cellules.
La membrane plasmique est très perméable à l'eau, mais elle est imperméable à de nombreuses substances contenues dans l'eau et qu'on appellera par la suite des solutés non pénétrants ou bien des solutés non diffusibles. Près de 85% des solutés extracellulaires sont les ions Na+, et les ions chlore qui peuvent entrer dans nos cellules par diffusion simple à travers des canaux ioniques ou bien par l'intermédiaire de systèmes de transport actif secondaire. La membrane plasmique de nos cellules contient aussi des ATPases NAK qui rejettent activement les ions sodium hors de la cellule par un mécanisme de transport actif primaire qui est directement consommateur d'ATP. Ainsi, les ions sodium qui entrent dans nos cellules sont ensuite expulsés activement hors de nos cellules par l'ATPase NAK. L'ion sodium se comporte donc comme s'il n'était jamais rentré dans nos cellules, c'est-à-dire qu'il se comporte finalement comme un soluté non pénétrant et on le considérera comme tel par la suite. De même, l'existence d'un potentiel de membrane va favoriser la sortie des ions chlore de nos cellules et l'antipore ion hydrogénocarbonate ion chlore représenté ici peut aussi fonctionner en sens inverse et faire donc ressortir des ions chlore. Ainsi, les ions chlore vont sortir de la cellule aussi vite qu'ils y sont rentrés et on peut donc considérer que les ions chlore se comportent finalement aussi comme des solutés non pénétrants. À l'intérieur de nos cellules, les principaux solutés sont les ions K+, c'est-à-dire les ions potassium, et des molécules organiques telles que les protéines. Pour la plupart des molécules organiques contenues dans nos cellules, il s'agit de grosses molécules polaires qui ne peuvent pas traverser la membrane plasmique. Les ions K+ peuvent diffuser hors de nos cellules par des canaux ioniques, mais ils sont réintroduits ensuite activement dans nos cellules par l'ATPase NAK. Et donc globalement, comme pour les ions sodium et les ions chlore du milieu extracellulaire, l'ion potassium se comporte comme un soluté non pénétrant, mais confiné cette fois dans le milieu intracellulaire. En résumé, les ions Na+, et Cl- du milieu extracellulaire, ainsi que les ions potassium et les composés organiques du milieu intracellulaire se comportent comme des solutés non pénétrants de part et d'autre de la membrane plasmique de nos cellules. Découvrons maintenant l'intitulé de la question numéro 50. Ce document vous présente une expérience conduite sur des globules rouges et je vous demande de l'interpréter. On vous donne ici à gauche les masses molaires du Na+ et du Cl-, masses que vous devrez donc utiliser dans votre réponse. Et sous le document à analyser, on vous précise que pour des raisons de simplification, on considère que la dissociation du NaCl dans l'eau est totale. Interrompez ici la lecture de cette vidéo et prenez le temps de bien analyser ce document, de faire les calculs nécessaires, de réaliser un petit schéma explicatif et d'écrire quelques lignes de commentaires. Puis, lorsque vous serez satisfait de votre réponse, vous pourrez relancer la lecture de cette vidéo afin de découvrir la réponse qui suit. Voici la réponse à la question 50, dans laquelle je vous demandais d'interpréter cette expérience conduite sur des globules rouges. Pour réaliser cette expérience, un échantillon de sang a d'abord été prélevé, puis il a été soumis à une centrifugation afin de séparer le culot, constitué de globules rouges, du plasma sanguin qui surnage au-dessus de ce culot. Le plasma a été ensuite enlevé et il a été remplacé par une solution aqueuse de NaCl contenant 9 g de NaCl par litre. Le contenu de ce tube est ensuite homogénéisé, ce qui permet de remettre les globules rouges en suspension dans cette solution de NaCl à 9 g par litre. On peut calculer la concentration osmolaire de cette solution de NaCl à 9 g par litre et on vous donnait en effet dans cette question 50
la masse molaire des ions Na+, et Cl-. Il suffit d'ajouter la masse molaire du Na+, et celle du Cl- pour déterminer la masse d'une mole de NaCl. La masse d'une mole de NaCl est donc 35,5 plus 23, soit 58,5 g par mole. Puisque nous venons de calculer qu'une mole de NaCl a une masse de 58,5 g, une solution de NaCl dont la molarité est de 1 mol par litre correspond à une concentration de 58,5 g de NaCl par litre. Et je veux déterminer ici à quelle concentration molaire X correspond la concentration de 9 g par litre de NaCl qui a été utilisée dans cette expérience. Une simple règle de 3 permet d'écrire que X est égal au rapport 9 sur 58,5, soit 0,15. La solution de NaCl qui a été utilisée dans cette expérience a donc une molarité de 0,15 mol par litre. Pour connaître l'osmolarité de cette solution, il faut maintenant tenir compte de la dissociation du NaCl dans l'eau qui libère, pour une mole de NaCl, 2 moles de particules que sont les ions Na+, et Cl-. Et par simplification, on vous disait dans la question 50 de considérer que cette dissociation est totale, bien que dans la réalité, elle ne soit pas vraiment complète. On considérera d'ailleurs dans toutes les questions ultérieures de cette vidéo que la dissociation du NaCl dans l'eau est totale. Une mole de NaCl correspond donc à 2 osmoles, une osmole de Na+, et une osmole de Cl-. Et par conséquent, il suffit de multiplier par 2 la concentration molaire de la solution de NaCl pour obtenir la concentration osmolaire de cette même solution. Ainsi, une solution de NaCl à 9 g par litre a une molarité de 0,15 mol par litre, soit 0,15 fois 2 égale 0,3 osmol par litre. La solution de NaCl à 9 g par litre qui a été utilisée ici a donc une osmolarité d'environ 0,3 osmol par litre. Et nous avons vu que la valeur moyenne de l'osmolarité du plasma sanguin est de 0,3 osmol par litre. Cette solution, contenant 9 g de NaCl par litre d'eau, a donc la même osmolarité que le plasma sanguin et elle a aussi la même osmolarité que les globules rouges. On dira que cette solution de NaCl à 9 g par litre est iso-osmotique par rapport aux globules rouges et dans une telle solution, les globules rouges présentent leur forme normale de disque biconcave. Au début de l'expérience que la question 50 vous demande d'interpréter, c'est-à-dire lors de l'étape numéro 1 sur ce schéma, on a introduit dans la solution de NaCl à 9 g par litre une faible quantité d'eau tricier. L'eau tricier est une forme d'eau dans laquelle tout ou partie des atomes d'hydrogène a été remplacé par du tritium dont le symbole est 3H. Le tritium est l'un des isotopes de l'hydrogène et sa particularité est d'être radioactif. Le tritium est qualifié de radioisotope. L'eau tricier constitue ainsi un traceur radioactif qui va permettre de mettre en évidence des flux d'eau. Dans cette expérience, on homogénéise ensuite le contenu de ce tube et après quelques minutes de contact entre ces globules rouges et l'eau radioactive, on centrifuge ce tube. Après centrifugation du tube, on obtient lors de l'étape numéro 2 un culot d'hématie. Une mesure de la radioactivité permet de mettre en évidence que ces globules rouges entassés au fond de ce tube sont radioactifs. Ceci démontre donc que de l'eau tricier est rentrée rapidement à l'intérieur des hématies. Notons aussi que le volume du culot de globules rouges est ici à peu près égal à celui du surnageant. La détection de radioactivité montre que ce surnageant est lui aussi radioactif. On élimine alors du tube ce surnageant radioactif, ce qui nous conduit à l'étape numéro 3.
Puis lors de l'étape numéro 4, on ajoute au culot de globules rouges une solution de même volume que la solution initiale et de même concentration en NaCl, c'est-à-dire toujours à 9 grammes par litre de NaCl, mais cette fois, cette solution contient de l'eau normale et non plus de l'eau trichée. On homogénéise ensuite l'ensemble du tube pour mettre à nouveau en suspension les globules rouges dans cette solution de NaCl, ce qui est représenté ici par l'étape numéro 5. Après quelques minutes de contact entre les hématies radioactives et cette solution de NaCl qui ne contient pas d'eau radioactive, on centrifuge à nouveau le tube. Et après cette centrifugation, on obtient le tube qui correspond à l'étape numéro 6. Sur ce tube, on peut mettre en évidence que le surnageant est à nouveau radioactif, c'est-à-dire qu'il contient de l'eau trichée qui vient donc forcément des globules rouges. Cette observation prouve que de l'eau radioactive, contenue cette fois dans les globules rouges radioactifs, est rapidement sortie de ces cellules. Notons que dans cette expérience, on a toujours un volume de culot qui est sensiblement égal au volume du surnageant. Cette observation montre que le volume de chaque globule rouge n'a pas augmenté. L'expérience présentée dans ce document permet d'affirmer que la membrane des hématies est perméable à l'eau et que de l'eau peut rentrer et sortir rapidement des globules rouges. Cette cellule est donc le siège d'un renouvellement constant de son contenu en eau et dans les conditions de cette expérience qui se rapproche des conditions normales de vie des globules rouges, la quantité d'eau qui sort en un temps donné de la cellule est compensée dans le même temps par une quantité identique d'eau qui rentre dans la cellule. On peut représenter sur ce schéma les flux hydriques qui traversent la membrane du globule rouge. Appelons E le flux d'eau unidirectionnel qui rentre dans le globule rouge et appelons S le flux d'eau unidirectionnel qui sort du globule rouge. Lorsque le globule rouge est placé dans une solution contenant 9 g de NaCl par litre, c'est-à-dire dans une solution dont l'osmolarité est de 0,3 osmol par litre, ces deux flux hydriques, E et S, sont identiques. Le flux net d'eau, ou Fn, est le flux d'eau qui résulte de la différence entre les deux flux unidirectionnels d'eau, c'est-à-dire que Fn est égal à la différence E-S ou S-E. Et dans ces conditions, comme E et S sont identiques, le flux net d'eau est nul. C'est ce qui se produit quand la cellule est comme ici placée dans un milieu iso-osmotique qui contient précisément 0,3 osmol par litre de NaCl. La solution est iso-osmotique à la cellule, c'est-à-dire qu'elle a la même concentration osmolaire que celle du liquide intracellulaire. Et une autre façon d'exprimer cette situation d'équilibre hydrique est de dire que la concentration en eau est la même de part et d'autre de la membrane plasmique du globule rouge. Dans ces conditions, le volume d'eau du globule rouge reste constant au cours du temps en raison de cet équilibre entre le flux hydrique entrant et le flux hydrique sortant, si bien que le globule rouge ne change pas de volume et il conserve ainsi sa forme normale, caractéristique de disque biconcave. Cette solution iso-osmotique de NaCl à 9 g par litre ne modifie donc en rien l'aspect de la cellule. On dit que cette solution n'exerce aucun effet sur le tonus du globule rouge. Cette solution iso-osmotique de NaCl sera donc considérée aussi comme une solution isotonique. Une solution isotonique est une solution qui contient 0,3 osmol par litre de soluté non pénétrant que sont ici les ions sodium et les ions chlore. Retenons que lorsqu'une de nos cellules baigne dans une solution
isotonique, il y a un équilibre entre l'entrée et la sortie d'eau, si bien que cette cellule ne change pas de taille ni de forme. C'est la raison pour laquelle le liquide extracellulaire, c'est-à-dire le plasma sanguin pour les globules rouges ou le liquide interstitiel pour les autres cellules, doit rester isotonique aux cellules afin qu'il n'y ait pas de flux net d'eau à travers les membranes plasmiques de nos cellules. Et l'expérience présentée dans cette question 50 permettait donc d'évoquer une notion très importante en physiologie, celle de l'équilibre dynamique du vivant par opposition à un équilibre qui serait au contraire statique, c'est-à-dire figé. En effet, de l'eau entre et sort en permanence du globule rouge placé dans un milieu isotonique et sa membrane plasmique est donc le siège d'échange constant d'eau, ce qui permet le renouvellement permanent de son contenu hydrique. Mais globalement, puisque la quantité d'eau qui rentre dans le globule rouge vient exactement compenser celle qui en sort, le volume de l'hématie reste constant et on pourrait avoir l'impression qu'aucun flux hydrique ne s'est produit, ce qui n'est pas le cas. L'apparente inertie masque en fait l'existence d'échanges hydriques permanents que nous avons pu mettre en évidence grâce à l'utilisation de l'eau radioactive. Cet équilibre dynamique est une notion tout à fait fondamentale dans le fonctionnement des êtres vivants, de l'échelle cellulaire à l'échelle de l'organisme, et cet équilibre concerne non seulement l'eau, mais également de très nombreux autres éléments. Passons maintenant à la question 51, dans laquelle je vous demande d'interpréter les expériences A et B. Il vous faut notamment comparer les tubes qui sont obtenus à l'issue de ces deux expériences. Je vous rappelle aussi la masse molaire du NaCl pour vous inciter à faire les calculs nécessaires à l'exploitation de ce document. Interrompez ici la lecture de la vidéo pour prendre le temps de répondre à cette question, puis vous pourrez relancer la lecture de cette vidéo afin de découvrir la correction de cette question. Voici la correction de la question 51 dans laquelle vous deviez interpréter les expériences A et B. Dans l'expérience A présentée en haut de ce document, les globules rouges ont été placés dans une solution de NaCl à 9 g par litre, c'est-à-dire dans une solution qui est à la fois isoosmotique et isotonique aux globules rouges. Après centrifugation, on obtient 1 kg de globules rouges et un surnageant, et on peut noter ici que le volume du surnageant est à peu près le même que celui du culot. Le volume du culot correspond en fait à la somme du volume individuel de chaque globule rouge. Le volume du culot nous donne donc une information sur le volume de chaque globule rouge. Rappelons que dans les conditions de départ de l'expérience A, le volume des globules rouges reste inchangé puisque ces cellules étaient au départ en suspension dans un milieu isotonique. Par contre, dans l'expérience B, qui est présentée ici en bas du document, on a placé au départ les globules rouges dans une solution extracellulaire plus diluée que précédemment, c'est-à-dire réduite ici à 6 g par litre de NaCl. Et dans ce cas, on observe après centrifugation que le volume du culot a nettement augmenté par rapport à celui obtenu dans l'expérience A, alors qu'au contraire, le volume du surnageant a nettement diminué par rapport à celui qu'on avait obtenu dans l'expérience A. Notons que le volume du culot est donc cette fois largement supérieur au volume du surnageant. Cette expérience B montre que le volume individuel des globules rouges a augmenté et, par conséquent, le volume total du culot a augmenté. Dans une solution de NaCl à 6 g par litre, les globules rouges ont donc incorporé un volume supplémentaire d'eau
qui les a fait gonfler. Et pour interpréter de façon plus complète cette expérience, on pouvait convertir la concentration de la solution de NaCl à 6 grammes par litre en concentration osmolaire en se servant de la masse molaire du NaCl qui est donnée ici et dont la valeur est de 58,5 grammes par mol. Une solution de NaCl dont la molarité est de 1 mol par litre correspond donc à une concentration de 58,5 grammes de NaCl par litre. Et je veux calculer la concentration molaire X qui correspond à la concentration de 6 grammes par litre utilisée dans l'expérience B. Une règle de 3 permet d'écrire que X est égal au rapport 6 sur 58,5, soit 0,102. La solution de NaCl qui a été utilisée dans cette expérience B a donc une molarité de 0,102 mol par litre. En considérant que la dissociation du NaCl dans l'eau est totale et donc que chaque molécule de NaCl présente dans la solution aqueuse se dissocie en 2 ions, on peut en déduire que la solution de NaCl à 6 grammes par litre, dont la molarité de 0,102 mol par litre, a une osmolarité de 0,102 fois 2, soit 0,204 osmol par litre. La solution de NaCl à 6 grammes par litre utilisée dans l'expérience B a donc une osmolarité d'environ 0,2 osmol par litre. Et nous avons vu que la valeur moyenne de l'osmolarité du plasma ou des globules rouges était de 0,3 osmol par litre. Donc cette solution de NaCl à 6 grammes par litre a une osmolarité qui est inférieure à celle du plasma ou des globules rouges. On dira que cette solution de NaCl à 6 grammes par litre est hypoosmotique par rapport aux globules rouges. Et nous retiendrons qu'une solution hypoosmotique par rapport à nos cellules est simplement une solution qui contient moins de 0,3 osmol par litre de soluté. Comme dans la question précédente, nous pouvons représenter les flux unidirectionnels d'eau qui traversent la membrane plasmique des hématies placées cette fois dans les conditions de l'expérience B. Lorsque les globules rouges sont mis en suspension dans une solution contenant 6 grammes de NaCl par litre, c'est-à-dire dans une solution dont l'osmolarité est de 0,2 osmol par litre, les deux flux unidirectionnels d'eau ne sont plus identiques, mais cette fois, c'est le flux hydrique entrant, E, qui l'emporte sur le flux hydrique sortant, S. Et le flux net, que j'appelle Fn, et qui est exprimé par la différence E moins S, est cette fois non plus égal à 0, mais positif. Ce flux net est dirigé dans le sens entrant, c'est-à-dire vers le globule rouge. Le cytoplasme de l'hématie, dont l'osmolarité au départ est de 0,3 osmol par litre, constitue cette fois la solution la plus concentrée en soluté et donc aussi la moins concentrée en eau par rapport au milieu extracellulaire. Cette entrée d'eau dans le globule rouge qui excède la sortie explique que le volume des globules rouges est augmenté à la fin de l'expérience B. Ainsi, une cellule placée comme ici dans un milieu hypoosmotique, plus précisément un milieu qui contient ici 0,2 osmol par litre de NaCl, va augmenter de volume par entrée d'eau. Et rappelons que la diffusion d'un élément se réalise toujours du milieu où cet élément est le plus concentré vers le milieu où cet élément est le moins concentré, ce qui tend à annuler progressivement le gradient de concentration. Et l'eau va diffuser exactement comme un soluté du compartiment où elle est la plus concentrée, c'est-à-dire la solution extracellulaire de NaCl à 6 grammes par litre,
dont l'osmolarité est de 0,2 osmoles par litre, vers le compartiment où l'eau est la plus concentrée, c'est-à-dire vers le contenu du globule rouge, dont l'osmolarité est au départ à 0,3 osmoles par litre. Ainsi, l'eau diffuse du milieu le moins concentré en soluté vers le milieu le plus concentré en soluté, ce qui conduit à diluer le milieu le plus concentré en soluté et tend ainsi à équilibrer les concentrations en soluté de part et d'autre de la membrane plasmique. L'entrée d'eau dans les globules rouges tend à diminuer l'osmolarité de ces cellules jusqu'à ce que le contenu de ces globules rouges soit à nouveau en équilibre avec le compartiment extracellulaire. Dans cette solution de NaCl à 6 g par litre, les globules rouges vont gonfler et de leur forme initiale lenticulaire qui est représentée ici en pointillé, ils vont devenir sphériques, ce qui est indiqué sur ce schéma par les 4 flèches noires. Cette augmentation de volume de la cellule par un flux net d'eau entrant est qualifiée de turgescence de la cellule. À l'équilibre, E et S vont finir par redevenir égaux, mais les globules rouges restent turgescents. Ainsi, dans une solution hypoosmotique de NaCl à 6 g par litre, c'est-à-dire dans une solution dont la concentration en NaCl est inférieure à 0,3 osmoles par litre, de l'eau entre dans les globules rouges par osmose et le gain net d'eau va faire gonfler ces cellules. On dira que cette solution hypoosmotique de NaCl est aussi une solution hypotonique. La tonicité d'une solution dans laquelle se trouve une cellule est une mesure de l'effet que cette solution exerce sur le volume cellulaire. Et quand la solution extracellulaire conduit, comme ici, à une augmentation du volume de la cellule dans laquelle elle se trouve, la solution extracellulaire est dite hypotonique par rapport à la cellule. Notons que la tonicité est fonction de la concentration des substances non pénétrantes. Par contre, les substances pénétrantes, c'est-à-dire les substances diffusibles qui peuvent traverser la membrane cellulaire, vont se répartir équitablement entre le liquide extracellulaire et le liquide intracellulaire, et ces substances diffusibles ne vont donc pas contribuer à modifier le volume de la cellule. Retenons bien qu'une solution hypotonique par rapport à nos cellules est une solution qui contient moins de 0,3 osmoles par litre de soluté non pénétrant, quelle que soit la concentration des solutés pénétrants présents. Passons maintenant à la question numéro 52, dans laquelle je vous demande d'interpréter cette expérience. Je vous donne à nouveau la masse molaire du NaCl pour vous inciter à faire les calculs nécessaires à l'exploitation de ce document. Interrompez ici la lecture de cette vidéo pour prendre le temps de bien analyser cette expérience, puis lorsque vous serez satisfait de votre réponse, vous pourrez relancer la lecture de cette vidéo afin de suivre la correction de cette question. Voici la correction de la question numéro 52, dans laquelle vous deviez interpréter cette expérience. Les globules rouges ont été placés, cette fois, dans une solution extracellulaire encore plus diluée que dans l'expérience B de la question précédente, c'est-à-dire dans une solution dont la concentration en NaCl a été réduite à 4 g par litre. Dans ce cas, on observe qu'après centrifugation, on obtient d'une part un tout petit culot qui contient les membranes des cellules des hématies plus ou moins vidées de leur contenu, et d'autre part, un très volumineux surnageant de couleur rougeâtre qui contient l'hémoglobine dissoute qui s'est échappée des globules rouges. Donc, dans une solution à 4 g par litre de NaCl, les globules rouges ont éclaté
et ils ont laissé échapper leur contenu. Il y a eu ici une hémolyse et on dira que les globules rouges ont subi un choc osmotique. Cette méthode du choc osmotique qui consiste à faire éclater les globules rouges en les plaçant dans une solution suffisamment diluée de NaCl est utilisée pour obtenir des membranes de globules rouges à peu près pures. En fait, après hémolyse, on obtient ce que l'on appelle des fantômes d'hématie ou des ghosts dont la membrane plasmique est perforée et qui sont vidés de leur contenu. Et dans certaines conditions ioniques, ces fantômes peuvent se refermer en vésicules homogènes qu'on appelle soit des vésicules à l'endroit si la face cytoplasmique de la membrane est tournée vers l'intérieur, soit appelées des vésicules à l'envers si la face cytoplasmique de la membrane est tournée vers l'extérieur. De telles vésicules sont très utilisées pour étudier la composition et les propriétés de la membrane plasmique et notamment son asymétrie. Pour interpréter cette expérience de façon plus complète, on pouvait convertir la concentration de la solution de NaCl à 4 g par litre en concentration osmolaire en utilisant la masse molaire du NaCl qui est égale à 58,5 g par mol. Une solution de NaCl dont la molarité est 1 mol par litre correspond à une concentration de 58,5 g de NaCl par litre. Et je veux calculer la concentration molaire X qui correspond à la concentration de 4 g par litre qui a été utilisée dans cette expérience. Une règle de 3 permet d'écrire que X est égal au rapport 4 sur 58,5, soit 0,068 mol de NaCl. Considérant que la dissociation du NaCl dans l'eau est complète, chaque molécule de NaCl libère donc 2 ions, et par conséquent, la solution de NaCl qui a été utilisée dans cette expérience et dont la molarité est de 0,068 mol par litre a une osmolarité de 0,068 fois 2, soit 0,136 osmol par litre. Et nous avons vu que la valeur moyenne de l'osmolarité du plasma ou des globules rouges était de 0,3 osmol par litre. Donc cette solution de NaCl à 4 g par litre a une osmolarité très inférieure à celle du plasma ou des globules rouges. Elle est donc à la fois très hypoosmotique et très hypotonique par rapport aux globules rouges. Cette fois, le flux d'eau entrant dans le globule rouge est très largement supérieur au flux d'eau sortant, si bien que le flux net d'eau, représenté ici en bleu, représente une très forte entrée hydrique dans la cellule, plus importante encore que celle qui se produit lorsque les globules rouges sont dans une solution de NaCl à 6 g par litre. Le volume du globule rouge va donc considérablement s'accroître. Sa membrane plasmique ne va plus pouvoir résister à cette entrée excessive d'eau, si bien que cette membrane va se rompre et que le globule rouge va finir par éclater et par vider son contenu. Cette hémolyse conduit donc à des globules rouges fantômes d'apparence translucide puisqu'ils ont perdu leur contenu, notamment leur contenu en hémoglobine, et parce qu'ils ne sont finalement plus composés que par leur membrane plasmique, membrane d'ailleurs perforée. Et l'hémoglobine libérée par ces globules rouges fantômes va expliquer la teinte rouge du surnageant qu'on a obtenu après la centrifugation. Découvrons maintenant la question numéro 53. On place cette fois des globules rouges dans une solution de NaCl à 15 g par litre et je vous demande ce que l'on obtiendrait dans de telles conditions. Vous devez donc, dans votre réponse, m'expliquer comment se comporteraient des globules rouges placés dans une telle solution de NaCl et ce que l'on obtiendrait après centrifugation. La partie supérieure de ce schéma montre
à nouveau le résultat de la centrifugation d'un tube où les globules rouges ont été mis au préalable en suspension dans une solution de NaCl à 9 g par litre, et ce schéma doit vous servir de référence. Vous compléterez la partie inférieure de ce document en représentant à la place de ce point d'interrogation le tube que l'on obtiendrait après la centrifugation des globules rouges mis au départ dans la solution contenant 15 g par litre de NaCl. La masse molaire du NaCl est à nouveau donnée ici pour que vous puissiez faire le calcul nécessaire. Faites une pause ici dans la lecture de cette vidéo et prenez le temps d'écrire quelques lignes, de faire le calcul nécessaire, de réaliser un petit schéma explicatif et de représenter le tube obtenu après centrifugation. Puis, lorsque vous aurez terminé de répondre à cette question, reprenez la lecture de cette vidéo pour découvrir la correction qui suit. Voici la correction de la question 53, dans laquelle je vous demandais d'expliquer ce que l'on aurait obtenu si on avait placé au départ les globules rouges dans une solution de NaCl à 15 g par litre. Dans l'expérience présentée en haut de ce document, les globules rouges ont été placés au préalable dans une solution de NaCl à 9 g par litre, c'est-à-dire dans une solution à la fois iso-osmotique et isotonique. Après centrifugation, on obtient 1 kg de globules rouges et un surnageant, et le volume de ce surnageant est à peu près identique à celui du culot. Rappelons que dans ces conditions initiales, le volume des globules rouges reste inchangé puisque ces cellules étaient au départ en suspension dans un milieu isotonique. Par contre, dans l'expérience présentée dans la partie inférieure de ce document, on a placé au départ les globules rouges dans une solution extracellulaire plus concentrée que précédemment, contenant cette fois 15 g par litre de NaCl. Et en utilisant la masse molaire du NaCl, vous deviez convertir cette concentration de 15 g par litre en concentration osmolaire. Une solution de NaCl dont la molarité est de 1 mol par litre correspond donc à une concentration de 58,5 g de NaCl par litre. Nous devons cette fois calculer la concentration molaire X qui correspond à la concentration de 15 g par litre qui a été utilisée dans cette expérience. Une règle de 3 permet d'écrire que X est égal au rapport 15 sur 58,5, c'est-à-dire 0,256 mol de NaCl. La dissociation du NaCl dans cette solution aqueuse étant considérée comme totale, chaque molécule de NaCl va se dissocier en 2 ions. Cette solution de NaCl à 15 g par litre, dont la molarité est de 0,256 mol par litre, a donc une osmolarité de 0,256 fois 2 égale 0,512 osmol par litre, c'est-à-dire une osmolarité supérieure cette fois à celle du plasma ou des globules rouges. Et on dira donc que cette solution de NaCl à 15 g par litre est hyperosmotique aux globules rouges. On se souviendra donc qu'une solution hyperosmotique par rapport à nos cellules est une solution qui contient plus de 0,3 osmol par litre de soluté. On peut représenter à nouveau les flux unidirectionnels d'eau qui traversent la membrane plasmique des hématies placées dans une solution contenant 15 g de NaCl par litre. Nous venons de calculer que ces globules rouges sont alors dans une solution dont l'osmolarité est de 0,512 osmol par litre. Les deux flux unidirectionnels d'eau sont différents et cette fois c'est le flux hydrique sortant S qui l'emporte sur le flux hydrique entrant E. Par conséquent, le flux net Fn positif qui résulte de la différence entre ces deux flux unidirectionnels d'eau est cette fois la différence S moins E. Ce flux net d'eau
est dirigé dans le sens sortant puisque S l'emporte sur E. Le cytoplasme du globule rouge, dont l'osmolarité est au départ de 0,3 osmol par litre, constitue cette fois la solution la moins concentrée en soluté et représente donc aussi la solution la plus concentrée en eau par rapport au milieu extracellulaire. Par conséquent, ce flux net d'eau qui est dirigé du globule rouge vers le milieu extracellulaire va entraîner une diminution du volume du globule rouge. Et cette fois, les globules rouges vont se déshydrater, ils vont rétrécir et prendre cet aspect crénelé particulier que j'ai représenté ici. Ainsi, une cellule qui est placée comme ici dans un milieu hyperosmotique dont la forte osmolarité est ici due uniquement au NaCl va diminuer de volume par une sortie excessive d'eau. L'eau diffuse là encore du compartiment où elle est le plus concentrée, ici le cytoplasme des globules rouges dont l'osmolarité est de 0,3 osmol par litre, vers le compartiment où l'eau est la moins concentrée, c'est-à-dire ici vers la solution extracellulaire de NaCl à 15 g par litre dont l'osmolarité est de 0,512 osmol par litre. La sortie nette d'eau des globules rouges tend à augmenter leur osmolarité jusqu'à ce que ces cellules soient à nouveau en équilibre avec le milieu extracellulaire. Dans cette solution de NaCl à 15 g par litre, les globules rouges, nous l'avons vu, vont s'affaisser, ils vont prendre cet aspect crénelé typique et il s'agit cette fois non plus d'une turgescence des globules rouges, mais d'une plasmolyse, déshydratation de ces cellules. À l'équilibre, E et S vont finir par redevenir égaux, mais les globules rouges restent plasmolysés. Ainsi, dans une solution de NaCl à 15 g par litre, c'est-à-dire dont la concentration en substance dissoute non pénétrante est supérieure à la normale, de l'eau va sortir des globules rouges par osmose et la perte nette d'eau va faire rétrécir ces cellules. On dira que la solution hyperosmotique de NaCl, ici à 15 g par litre, est aussi une solution hypertonique et cette solution hypertonique va conduire à une diminution du volume de la cellule par perte d'eau. Retenons qu'une solution hypertonique par rapport à nos cellules est une solution qui contient plus de 0,3 osmol par litre de soluté non pénétrant et les cellules qui se trouvent dans une telle solution hypertonique vont alors perdre de l'eau. À partir du raisonnement précédent, on pouvait donc remplacer le point d'interrogation du document fourni dans la question 53. Rappelons qu'après centrifugation, à condition que les globules rouges aient conservé l'intégrité de leur membrane, le volume du culot correspond à la somme des volumes de chacun des globules rouges que ce culot contient. Donc, en milieu hypertonique, comme c'est le cas des globules rouges placés dans une solution de NaCl à 15 g par litre, le volume de chaque globule rouge diminue et par conséquent, on va observer après centrifugation un volume du culot qui sera plus faible que celui qu'on a obtenu dans l'expérience représentée au-dessus, c'est-à-dire dans l'expérience où la solution de NaCl était à 9 g par litre, soit une solution de NaCl isotonique. Il fallait donc remplacer le point d'interrogation, visible ici, par un tube dont le culot de globules rouges a un volume inférieur à celui du tube obtenu dans l'expérience du dessus, mais dont le volume du surnageant est au contraire supérieur à celui obtenu dans l'expérience du dessus.
En résumé, concernant la tonicité des solutions extracellulaires, nous avons trois cas possibles qui sont illustrés ici avec l'exemple des globules rouges, mais qu'on retrouve pour les autres cellules de notre corps. Dans le premier cas, qui est représenté ici au centre, la solution extracellulaire dans laquelle on place les globules rouges contient 0,3 osmoles par litre de soluté non pénétrant. Et dans ce cas, les cellules ne changent pas de volume. Une telle solution est qualifiée de solution isotonique. Dans le deuxième cas, qui est représenté ici à droite, la solution dans laquelle on place les globules rouges contient moins de 0,3 osmoles par litre de soluté non pénétrant. Et dans ce cas, les cellules vont augmenter de volume et la solution de départ qui les contient est qualifiée de solution hypotonique. Et si la solution dans laquelle on place les globules rouges est très hypotonique, l'importante entrée d'eau qui va se produire conduira à l'éclatement des cellules. Dans le troisième cas, qui est représenté ici à gauche, la solution dans laquelle on place les globules rouges contient plus de 0,3 osmoles par litre de soluté non pénétrant, et dans ce cas, les cellules vont diminuer de volume et la solution de départ qui les contient est qualifiée de solution hypertonique. Notez bien que c'est la concentration de soluté non pénétrant d'une solution qui détermine sa tonicité et non pas son osmolarité totale. Les solutés pénétrants ne contribuent pas à la tonicité d'une solution. Les termes d'iso-osmotique, hypo-osmotique et hyperosmotique n'indiquent que l'osmolarité d'une solution par rapport à celle du liquide extracellulaire normal, sans tenir compte de la nature pénétrante ou pas des solutés que cette solution contient. Passons maintenant à la question 54, dans laquelle je vous demande d'analyser les documents A et B qui sont présentés ici. On vous précise aussi que les membranes 1 et 2 sont des membranes artificielles perméables à l'eau, mais qu'elles ne présentent pas la même perméabilité aux solutés qui a été utilisée ici. Quelles sont les notions importantes que ces deux documents permettent d'aborder et quel lien peut-on faire entre ces deux documents et les résultats des expériences précédentes où des globules rouges sont exposés à des solutions plus ou moins concentrées en NaCl. Interrompez ici la lecture de la vidéo et prenez le temps de bien observer ces deux documents, de les comparer et de rédiger en quelques lignes une analyse de chacun d'eux. Puis, lorsque vous serez satisfait de votre réponse, vous pourrez relancer la lecture de cette vidéo pour découvrir le corrigé qui suit. Voici la réponse à la question 54, dans laquelle vous deviez analyser ces deux documents et en extraire les notions essentielles. Les documents A et B présentent chacun une expérience et on pouvait, dans un premier temps, faire une présentation commune de ces deux expériences. Sur ces deux documents, l'eau est représentée en bleu, alors que le soluté, qui est présent en solution dans l'eau, est représenté par des petits ronds rouges. La légende vous précise ici que ce soluté est un sucre. Notons qu'au départ de ces deux expériences, on a deux solutions de concentration différentes en soluté, séparées par une membrane artificielle. Et dans les deux cas, on a mis au départ la solution la plus concentrée en soluté dans le compartiment de droite, alors que le compartiment de gauche, situé de l'autre côté de la membrane, est moins concentré en soluté. Au départ de ces deux expériences, on peut observer aussi que les volumes des deux solutions présentes de part et d'autre de la membrane sont identiques. Notons que la membrane 1 utilisée dans l'expérience A et la membrane 2 utilisée dans l'expérience B sont différentes car elles ne présentent pas
la même perméabilité au soluté utilisé ici, qui est le sucre. Il fallait observer qu'à la fin de l'expérience A, les deux solutions ont conservé le même volume qu'au départ. Par contre, à la fin de l'expérience B, le volume de la solution située à droite de la membrane 2, c'est-à-dire le volume de la solution initialement la plus concentrée en soluté, a augmenté par rapport à son volume initial. Et de même, à la fin de l'expérience B, le volume de la solution située à gauche de la membrane 2, c'est-à-dire le volume de la solution initialement la moins concentrée en soluté, a diminué par rapport à son volume initial. À partir de ces observations, il fallait présenter ensuite une interprétation précise de ces deux expériences. Commençons par l'interprétation de l'expérience A. On vous dit dans la légende que la membrane artificielle 1 est perméable à l'eau, exactement comme la membrane 2 qui a été utilisée dans l'expérience B, et exactement comme l'est aussi la membrane plasmique qui entoure chacune de nos cellules. L'eau va alors diffuser sous l'effet de son gradient de concentration, c'est-à-dire que l'eau va diffuser de la zone où la concentration en eau est la plus forte vers la zone où la concentration en eau est la plus faible. Au départ de l'expérience A, la concentration en soluté est différente de part et d'autre de la membrane 1. La solution située à gauche de la membrane 1 est celle dont la concentration en soluté est au départ la plus faible, c'est-à-dire celle dont la concentration en eau est au départ la plus forte. Et la solution située à droite de la membrane 1 est celle dont la concentration en soluté est au départ la plus forte, c'est-à-dire celle dont la concentration en eau est au départ la plus faible. Et dans cette expérience, on va donc avoir un flux net d'eau par diffusion qui est dirigé dans le sens de la flèche bleue qui apparaît ici, c'est-à-dire une diffusion dirigée du compartiment de gauche vers le compartiment de droite. Ainsi, l'eau se déplace par osmose vers la zone où la concentration de la substance dissoute est la plus élevée, un peu comme si la substance concentrée attirait l'eau, mais en réalité, l'osmose est simplement la diffusion de l'eau sous l'effet du gradient de concentration en eau. Il fallait repérer aussi sur ce document A qu'à la fin de l'expérience, le nombre de billes rouges, c'est-à-dire le nombre de molécules de soluté, a augmenté dans le compartiment de gauche, mais qu'il a au contraire diminué dans le compartiment de droite. Il fallait donc préciser dans votre analyse que cette membrane artificielle 1 est non seulement perméable à l'eau, comme nous venons de le voir, mais elle est aussi perméable aux solutés, c'est-à-dire ici perméable au sucre. La membrane 1 est donc perméable à la fois au solvant, c'est-à-dire à l'eau, et au soluté, c'est-à-dire ici au sucre. On dira que vis-à-vis de ce soluté, la membrane 1 est totalement perméable. Le sucre est donc, vis-à-vis de cette membrane 1, un soluté pénétrant, on dit aussi un soluté diffusible. Et par conséquent, on aura non seulement un flux net d'eau par diffusion à travers la membrane 1, dirigée dans le sens de cette flèche bleue, mais on aura aussi une diffusion du soluté au travers de cette même membrane. Le soluté va ainsi, lui aussi, se déplacer sous l'effet de son gradient de concentration et il va diffuser dans le sens de la flèche rouge qui apparaît ici, c'est-à-dire du compartiment de droite où ce soluté est le plus concentré vers le compartiment de gauche où ce soluté est le moins concentré. Ainsi, le soluté va diffuser à travers la membrane 1 dans le sens
opposé du mouvement net de l'eau, c'est-à-dire dans le sens opposé à celui de l'osmose. Ces deux mouvements par diffusion, qui concernent à la fois l'eau et le soluté, vont se poursuivre au cours de l'expérience A jusqu'à ce que la concentration en eau et la concentration en soluté deviennent identiques de part et d'autre de la membrane 1. Ainsi, à la fin de l'expérience A, il n'y a plus de gradient de concentration ni en eau ni en soluté, et les phénomènes de diffusion, l'osmose, la diffusion du soluté, vont cesser. Une fois cet équilibre atteint, le volume final des compartiments situés de part et d'autre de la membrane 1 est le même qu'au début de l'expérience. Des molécules d'eau et des molécules de soluté sont simplement passées d'un compartiment à l'autre jusqu'à ce qu'elles soient également réparties. En d'autres termes, autant de molécules d'eau sont passées de gauche à droite que de molécules de soluté sont passées de droite à gauche de la membrane 1. Donc, lorsque la membrane est à la fois perméable à l'eau et au soluté, comme c'est le cas dans cette expérience A, les molécules de soluté et les molécules d'eau vont diffuser chacune dans le sens de leur gradient de concentration respectif, c'est-à-dire dans des directions opposées, et le volume de liquide va rester finalement le même dans les deux compartiments. Le compartiment de gauche était au départ une solution à osmolarité faible, tandis que le compartiment de droite était au départ une solution à osmolarité élevée. Et à la fin de cette expérience A, les deux solutions situées de part et d'autre de la membrane 1 ont la même osmolarité. Elles sont devenues iso-osmotiques et leur volume n'a pas changé. Passons maintenant à l'interprétation de l'expérience B. On voit qu'à la fin de l'expérience B, le nombre de billes rouges, c'est-à-dire le nombre de molécules de soluté dans les compartiments de gauche et de droite, est resté identique à celui de départ. Les molécules de soluté n'ont donc pas pu diffuser à travers la membrane 2, ce qui n'a pas permis d'égaliser le nombre de molécules de soluté dans les deux compartiments. Comme on vous le précisait dans l'énoncé de cette question, la membrane 2 est perméable à l'eau, mais sa perméabilité vis-à-vis du sucre n'est pas la même que la membrane 1. En effet, cette membrane 2 est cette fois imperméable au soluté qui a été utilisé ici, c'est-à-dire au sucre. Une telle membrane qui est perméable au solvant, qui est ici l'eau, mais qui n'est pas perméable au soluté, qui est ici le sucre, est qualifiée de membrane semi-perméable vis-à-vis de ce soluté. On dira aussi que ce sucre vis-à-vis de la membrane 2 est un soluté non pénétrant ou encore un soluté non diffusible. Comme cette membrane 2 n'est pas perméable au soluté, celui-ci ne peut pas diffuser à travers cette membrane selon son gradient de concentration. Initialement, les gradients de concentration en soluté sont les mêmes dans l'expérience B que ceux que nous avions utilisés tout à l'heure au début de l'expérience A. Dans cette expérience B, on aura donc, comme dans l'expérience A, une diffusion nette d'eau du compartiment de gauche vers le compartiment de droite, et la flèche bleue qui apparaît ici indique ce flux net d'eau, c'est-à-dire l'osmose. Mais contrairement à l'expérience A, la substance dissoute ne peut pas se déplacer à travers la membrane 2. Par conséquent, il y a seulement un flux net d'eau par osmose, mais pas de diffusion du soluté dans le sens inverse de l'osmose. Le volume du compartiment de droite va donc
augmenter puisqu'il a gagné de l'eau, tandis que ce volume va diminuer dans le compartiment de gauche parce que ce compartiment a perdu de l'eau. La perte d'eau dans le compartiment de gauche va donc provoquer une augmentation de la concentration en soluté dans ce compartiment de gauche. Et inversement, l'addition d'eau dans le compartiment de droite va provoquer une diminution de la concentration en soluté dans ce compartiment de droite. Et à la fin de cette expérience B, la concentration de l'eau et celle du soluté deviennent les mêmes de part et d'autre de la membrane 2. Mais contrairement à l'expérience A où la membrane 1 était perméable au soluté, le volume final des deux compartiments situés de part et d'autre de la membrane 2 s'est trouvé modifié. Le volume du compartiment ayant initialement la plus forte concentration en soluté, ici le compartiment de droite, a augmenté. Les molécules de soluté n'ont pas pu traverser cette membrane et seule l'eau s'est déplacée par osmose. En résumé, lorsque la membrane est perméable à l'eau mais que les molécules de soluté ne peuvent pas la traverser, l'eau se déplace par osmose vers le compartiment dont l'osmolarité est la plus élevée, ici le compartiment de droite, si bien que le volume de ce compartiment augmente. Et finalement, les deux solutions situées de part et d'autre de cette membrane semi-perméable auront la même osmolarité et seront donc devenues iso-osmotiques. Mais le volume du compartiment de droite a augmenté parce que l'eau est la seule à pouvoir traverser ici cette membrane. L'équilibre résulte donc dans ce cas du seul mouvement d'eau, lequel produit un changement de volume dans les deux compartiments. Ce document B permet de comprendre les variations de volume des globules rouges situés dans des solutions de NaCl dont l'osmolarité est différente de celle du plasma. Nous avons vu que le NaCl était considéré comme un soluté non pénétrant vis-à-vis de la membrane du globule rouge, mais cette membrane est par contre perméable à l'eau. On peut donc considérer que vis-à-vis du NaCl, la membrane du globule rouge est une membrane semi-perméable. Donc, lorsque les globules rouges sont placés dans des solutions de NaCl dont la concentration est différente de 0,3 osmol par litre, seule l'eau va traverser rapidement cette membrane du milieu où elle est la plus concentrée vers le milieu où elle est la moins concentrée, ce qui va se traduire par un changement de volume du globule rouge tel qu'on les a observés dans les expériences précédentes. Le processus de mouvement de solvant en fonction des concentrations en soluté est appelé l'osmose et dans notre organisme, le solvant est toujours de l'eau. L'osmose qui se produit lorsque les globules rouges sont placés dans des solutions de NaCl différentes de 0,3 osmol par litre est donc un mouvement net du solvant, c'est-à-dire de l'eau, à travers une membrane semi-perméable qui sépare deux solutions dont les concentrations en soluté non diffusible sont différentes. Par contre, pour certains solutés différents du NaCl, la membrane du globule rouge va apparaître aussi librement perméable à ces solutés qu'à l'eau. Dans ce cas, s'il existe une différence de concentration en soluté diffusible de part et d'autre de la membrane du globule rouge, on aura en même temps deux flux opposés, un flux net d'eau par osmose et un flux de soluté diffusible, si bien que, exactement comme dans l'expérience A, on parviendra au bout d'un certain temps à un état d'équilibre qui correspond au fait que les deux solutions sont parvenues à la même concentration en soluté diffusible et en eau. Et dans ce cas, il n'y a pas de déformation de la membrane plasmique, si bien que le globule rouge gardera finalement le même volume que celui qu'il avait au départ. Passons maintenant à la question numéro 55, dans laquelle je vous demande de m'expliquer ce que l'on obtiendrait si l'on avait placé
les globules rouges dans une solution contenant à la fois du NaCl à 0,3 osmol par litre et de l'urée à 0,1 osmol par litre. On vous précise ici que la concentration d'urée est en moyenne de 5 mmol par litre. Cette question 55 est destinée à vérifier si vous avez bien assimilé la correction des 7 questions précédentes de cette vidéo. Interrompez donc à nouveau ici la lecture de cette vidéo afin de prendre le temps de bien réfléchir à cette question, de faire un schéma explicatif et de rédiger votre réponse en quelques lignes. Puis, quand vous aurez suffisamment travaillé cette question et que vous serez satisfait de vos réponses, vous pourrez relancer la lecture de cette vidéo pour découvrir la correction qui suit. Découvrons maintenant la réponse à la question 55 où vous deviez expliquer comment les globules rouges vont se comporter si on les place au départ dans une solution contenant à la fois du NaCl et de l'urée, et on vous précisait que dans cette solution, la concentration de NaCl est égale à 0,3 osmol par litre et celle d'urée est égale à 0,1 osmol par litre. L'urée est une petite molécule organique dont la formule chimique apparaît ici. Ce déchet azoté qu'est l'urée traverse rapidement les membranes plasmiques de nos cellules et constitue donc une substance pénétrante vis-à-vis de la membrane plasmique. On vous indique que la concentration d'urée dans le plasma est en moyenne de 5 mmol par litre, c'est-à-dire 5 milliosmoles par litre, puisque l'urée, exactement comme le glucose, ne va pas se dissocier en ions quand elle est placée dans l'eau. Et comme l'urée diffuse très facilement à travers la membrane, son osmolarité va s'équilibrer de part et d'autre de la membrane du globule rouge. Donc, la concentration en urée dans les globules rouges est au départ aussi de 5 milliosmoles par litre, soit 0,005 osmoles par litre. On peut calculer l'osmolarité totale de cette solution extracellulaire dans laquelle on a placé les globules rouges. Comme 1 litre de cette solution contient à la fois 0,3 osmol de NaCl et 0,1 osmol d'urée, son osmolarité totale sera de 0,3 plus 0,1, soit 0,4 osmol par litre. Et nous avons vu que l'osmolarité normale des globules rouges est de 0,3 osmol par litre. Donc cette solution extracellulaire est hyper osmotique aux globules rouges. Rappelons également que le NaCl entre dans le globule rouge mais en ressort aussitôt et on le considère donc comme un soluté non pénétrant, ce que je représente ici par cette flèche rouge. Nous venons de voir que l'urée est, contrairement au NaCl, un soluté pénétrant et que sa concentration normale dans le globule rouge est de 0,005 osmol par litre. La concentration en urée de la solution extracellulaire étant ici égale à 0,1 osmol par litre, il existe dans ces conditions un très important gradient de concentration en urée de part et d'autre de la membrane du globule rouge. Et l'urée va par conséquent rapidement entrer par simple diffusion à l'intérieur des globules rouges, ce qui est représenté ici par cette flèche verte. Et contrairement au NaCl, l'urée qui est rentrée dans le globule rouge ne va pas aussitôt en ressortir. Notons également qu'au tout début de cette expérience, le globule rouge étant placé dans un milieu hyperosmotique, c'est-à-dire plus concentré que lui en soluté, il va donc perdre de l'eau et cette flèche bleue indique le flux d'eau qui sort du globule rouge au début de cette expérience. On retrouve donc ici exactement les deux flux opposés de soluté et d'eau qu'on a décrits dans l'expérience A de la question précédente, c'est-à-dire dans le cas d'une membrane perméable à la fois à l'eau et aux solutés. Et nous avons vu que dans ces conditions, les compartiments de part et d'autre de la membrane ne subissent aucun changement de volume. Comme le globule rouge perd d'abord de l'eau, mais qu'il gagne de l'urée,
son osmolarité va augmenter, ce qui va entraîner secondairement une entrée d'eau qui vient équilibrer la sortie initiale d'eau. Et à la fin de l'expérience, le volume des globules rouges ne sera pas modifié. Nous avons vu que la solution extracellulaire de départ était hyperosmotique, puisque sa concentration totale en soluté, que ce soit des solutés pénétrants ou pas, est supérieure à 0,3 osmol par litre. Mais cette solution extracellulaire est aussi isotonique, puisqu'elle ne modifie pas le volume des globules rouges. Cette solution extracellulaire est isotonique parce que sa concentration en soluté non pénétrant, c'est-à-dire ici en NaCl, est exactement égale à 0,3 osmol par litre, c'est-à-dire identique à l'osmolarité du plasma ou des globules rouges normaux placés dans du plasma. Cette solution extracellulaire ne va donc pas modifier à l'équilibre le volume des globules rouges qu'on a placés dans cette solution. Cela s'explique par le fait que l'urée de la solution extracellulaire est un soluté pénétrant qui rentre par simple diffusion dans les cellules et la concentration en urée va finir par s'équilibrer avec celle du milieu extracellulaire, si bien que le milieu extracellulaire et le milieu intracellulaire vont finir par atteindre la même osmolarité. À la fin de l'expérience, il n'y aura donc pas de différence de concentration en eau de part et d'autre de la membrane plasmique et donc aucune modification du volume cellulaire. La solution hyperosmotique de départ, contenant à la fois du NaCl et de l'urée, est donc bien isotonique et les termes se référant à l'osmolarité, c'est-à-dire les termes isoosmotique, hypoosmotique et hyperosmotique, ne sont pas synonymes des termes qui se réfèrent à la tonicité, c'est-à-dire les termes isotonique, hypotonique et hypertonique. L'exemple abordé par cette question permet de montrer que la solution hyperosmotique de départ, contenant une forte concentration d'urée, était non pas une solution hypertonique, mais une solution isotonique. C'est la concentration en soluté non pénétrant qui détermine la tonicité de la solution qui les contient et non pas la concentration totale en soluté. La concentration en soluté pénétrant, en l'occurrence ici la concentration en urée, n'influence pas la tonicité de la solution qui les contient. Dans l'expérience que nous venons de voir, la tonicité de la solution extracellulaire est seulement due à la concentration en NaCl, car ce sont les seuls solutés non pénétrants de cette solution. Et comme la concentration en NaCl de cette solution extracellulaire est de 0,3 osmol par litre, cette solution est isotonique aux globules rouges et ne modifie pas le volume des globules rouges qui s'y trouvent. Afin de vérifier que vous avez bien assimilé la réponse à la question précédente, voici l'intitulé de la question 56, qui est aussi la dernière de cette vidéo. Je vous demande dans cette question de m'expliquer ce que l'on obtient si on place au départ les globules rouges dans une solution contenant de l'urée à la concentration de 0,3 osmol par litre. Interrompez ici la lecture de cette vidéo pour avoir le temps de répondre à cette question. Là encore, votre réponse peut être accompagnée par un schéma explicatif. Puis, quand vous serez satisfait de votre réponse, vous pourrez relancer la lecture de cette vidéo pour découvrir sa correction. Dans votre réponse à la question 56, il s'agissait d'expliquer comment les globules rouges se comportent dans une solution d'urée dont l'osmolarité est de 0,3 osmol par litre. Cette solution a donc au départ la même osmolarité que le plasma ou que le globule rouge. Cette solution est par conséquent iso-osmotique au globule rouge. L'urée, nous l'avons vu, est un soluté pénétrant. Et l'urée est ici plus concentrée à l'extérieur, 0,3 osmol par litre, qu'à l'intérieur du globule rouge,
où son osmolarité est de 0,005 osmol par litre. Par conséquent, l'urée va rapidement rentrer dans le globule rouge par simple diffusion, ce qui est indiqué ici par cette flèche verte. L'osmolarité du globule rouge va donc augmenter et devenir supérieure à celle de la solution extracellulaire. L'eau, par conséquent, va suivre l'urée et rentrer dans le globule rouge selon la flèche bleue présentée ici. Le globule rouge va donc augmenter de volume et finir par éclater. Par suite de l'entrée d'urée, la solution initiale, pourtant iso-osmotique, est devenue hypotonique au globule rouge, ce qui a provoqué le gonflement du globule rouge et donc l'hémolyse. Nous avons vu que c'était la concentration en soluté non pénétrant qui déterminait la tonicité d'une solution. Dans cet exemple, la solution extracellulaire ne contient pas de soluté non pénétrant puisqu'elle est dépourvue de NaCl, mais qu'elle contient finalement uniquement un soluté pénétrant qui est ici l'urée. Dépourvue de soluté non pénétrant, cette solution extracellulaire se comporte finalement, d'un point de vue de sa tonicité, comme une solution d'eau pure, c'est-à-dire une solution très hypotonique par rapport au globule rouge, d'où le gonflement des globules rouges que cette solution provoque et qui va jusqu'à l'éclatement de ces cellules. Ainsi s'achève cette 12e vidéo consacrée au mouvement d'eau à travers la membrane du globule rouge. Dans la prochaine vidéo, nous poursuivrons l'étude des transferts d'eau, mais cette fois à l'échelle moléculaire, en abordant les aquaporines, qui sont des canaux à eau présents sur la membrane des cellules et notamment sur la membrane plasmique des globules rouges, où ces aquaporines ont été découvertes. Je vous remercie de l'intérêt que vous manifestez pour ces vidéos et je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo consacrée aux aquaporines.